Bonjour Isabelle Célestin. Bonjour. Nous sommes heureux de pouvoir t'interviewer lors de ce congrès international d'hypnose. Et voilà, veux-tu bien nous présenter ta vision de l'hypnose médicale? Alors avec plaisir. Ce congrès, c'est vraiment la possibilité de créer des liens, toute une réflexion à partir de la clinique de praticiens français, européens, internationaux. Et je crois que c'est vraiment l'état d'esprit de l'hypnose, c'est de créer du lien. On le voit bien dans nos formations en hypnose. On arrive à rassembler différents professionnels qui vont apprendre à communiquer d'une façon particulière avec l'hypnose et qui donc vont apprendre à être en relation de façon particulière. Et je crois que c'est ça le pouvoir vraiment de l'hypnose, c'est cette possibilité aussi pour les soignants de créer du lien entre eux pour une meilleure prise en charge des patients, que ce soit en thérapie ou que ce soit dans la prise en charge de la douleur ou encore pendant les soins. Alors moi, ce qui m'anime et ce qui m'a donné aussi envie de participer à ce congrès international, c'est de parler de l'expérience de l'hypnose en tant que pratique intégrative, parce que je trouve que l'hypnose est une pratique intégrative hors du commun. Elle permet d'associer différentes théorisations, différents exercices, inductions, suggestions. Elle nous oblige à ne pas créer de dogmes. Et je trouve qu'en cela, c'est une force incroyable de pouvoir avoir un outil qui nous permet à tout instant de créer avec le patient et de penser notre pratique. Et le côté intégratif, je le trouve très précieux dans le domaine de l'hypnose parce que non seulement l'hypnose est une pratique qui permet d'intégrer différents concepts, qui permet de travailler une véritable transversalité, transdisciplinarité, mais aussi en tant que tel, c'est un modèle d'intégration pour d'autres pratiques. Actuellement, on est à un tournant où on voit bien que dans les services, on va avoir des personnes formées à l'hypnose, mais aussi à la méditation ou encore au massage. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser au mieux toutes les ressources possibles pour entourer le patient. La même chose en libéral, puisqu'on travaille en libéral jamais seul, on est en réseau avec d'autres professionnels. Et l'hypnose va permettre aussi de faciliter, quand on a cette possibilité d'utiliser la communication hypnotique, de faciliter un véritable réseau, parcours de soins intégratifs pour les patients. Alors, tu me demandais aussi de parler justement de ce qui nourrit ma réflexion en hypnose. Bon, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille un petit peu partout à l'étranger pour rencontrer des praticiens qui utilisent l'hypnose dans différentes prises en charge, mais aussi des praticiens qui vont utiliser la transe à travers des traditions, des médecines traditionnelles, et ça m'amène à travailler régulièrement en Inde ou en Russie avec des praticiens qui vont utiliser ces techniques. Ça m'a poussée à créer l'association Thérapie d'ici et d'ailleurs, qui est une association qui permet de regrouper, alors majoritairement nous sommes des hypnopraticiens, des hypnothérapeutes, mais de regrouper avec un comité scientifique international des soignants qui s'interrogent sur tout ce qui est universel et tout ce qui est ingrédient commun qui permet d'amener un patient à un moment donné à soulager une douleur ou ce qui permet à un patient à se détacher d'une émotion, à traverser une émotion qui va être plus difficile. Et donc cette association a pour but de créer, c'est un véritable think tank. On a créé un laboratoire d'idées où des neuroscientifiques, des hypnopraticiens, des spécialistes du yoga, des massages, de la méditation, français, américains, russes, suisses, indiens, enfin d'un petit peu partout, se réunissent physiquement dans notre centre à Paris, mais aussi via Skype, pour discuter de la pratique. On parle vraiment de la clinique, on parle de nos expériences, on brainstorm tous ensemble. On va ensuite intégrer certains exercices, par exemple de respiration à l'hypnose ou certains exercices de Qigong qui amènent une reposturation du patient pour lui permettre d'être dans une autre posture dans sa vie. On va pratiquer avec les patients et on revient, on en reparle ensemble. Donc il y a en permanence un ajustement entre la réflexion et ce brainstorming international, avec beaucoup de réflexions à partir de l'hypnose, mais aussi d'autres pratiques comme la méditation, le Qigong et le yoga, par exemple. Que dire sur la méditation et son engouement actuel?
Alors, on voit qu'il y a deux pratiques qui font l'objet de nombreuses recherches actuellement, l'hypnose, mais aussi la méditation. Je crois que l'engouement de la méditation, c'est pas nouveau, parce que la méditation, ça existe dans toutes les cultures et depuis bien longtemps, on peut trouver des formes de méditation à travers les différentes époques. Alors c'est intéressant parce que c'est la même chose pour l'hypnose. L'hypnose, c'est notre façon actuelle et culturelle d'utiliser un phénomène qui existe dans toutes les cultures et depuis bien longtemps, à toutes les époques, la transe. La méditation, c'est intéressant parce elle est sortie des monastères pour rentrer dans les hôpitaux, ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années. Et de façon très pragmatique, quand on propose la méditation à des patients douloureux, chroniques, ou quand on propose la méditation à des patients dépressifs ou anxieux, on voit que ces patients vont intégrer une façon d'expérimenter, de ressentir leur corps, mais aussi de changer le mode de relation aux autres et au monde aussi qui entoure. Donc l'engouement pour la méditation, elle vient vraiment des résultats cliniques qui sont très analysés à travers les recherches, mais aussi cliniquement, on voit qu'il va y avoir une diminution du nombre de crises douloureuses chez des migraineux ou chez des personnes qui vont avoir des lombalgies et qui vont apprendre à méditer, mais aussi chez des personnes qui sont anxieuses. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'on a sorti la méditation justement des monastères pour l'amener dans un cadre thérapeutique et clinique, et qu'on n'en fait pas simplement une technique, parce que ça n'a pas de sens si c'est simplement une technique, mais on amène les patients, mais aussi les praticiens, parce que pour pouvoir proposer la méditation à des patients, il faut soi-même méditer, en avoir fait l'expérience. On va amener cette possibilité à un patient de développer un art de vivre. Parce que la méditation, on l'apprend dans un cadre plutôt confortable, comme l'hypnose finalement, mais on s'aperçoit que le sens de la méditation, c'est, comme le rappelait Mathieu Ricard, c'est pas quelque chose d'oriental ou d'exotique, c'est la façon dont on fait l'expérience du monde au quotidien, à chaque instant. Et c'est le sens en fait de ce qu'on transmet aux patients quand on propose la méditation, il me semble, c'est de pouvoir les amener à un art de vivre où ils réapprennent à être présents à ce qu'ils sont, à eux-mêmes et au monde extérieur, et à, d'une certaine façon, apprendre à avoir une distance par rapport à leur souffrance ou par rapport à leur douleur. Donc ça a du sens de méditer dans un lieu quand on est avec le praticien, mais finalement, c'est une pratique qui permet de continuer à méditer quand ça bouscule dans la vie, quand la douleur est présente, ou lorsqu'il y a des tensions, des conflits, ou lorsqu'il peut y avoir du stress, d'apprendre à méditer lorsque justement on peut être atteint par une situation. La méditation, moi j'ai beaucoup appris dans les voyages que nous organisons en Inde pour les professionnels de la santé. La première expérience que j'ai pu faire à Dharamsala avec les moines tibétains, c'est d'apprendre que le sens de la méditation, c'est de méditer devant la beauté de l'Himalaya, mais c'est avant tout d'apprendre à méditer au centre du carrefour d'une ville indienne. Toutes les voitures passent, klaxonnent, les animaux passent, les gens viennent vous parler, mais on apprend à méditer alors qu'autour c'est le brouhaha le plus incroyable. Et je crois que ça c'est très puissant. Et ça nous apprend aussi beaucoup, si je veux faire un pas de côté et revenir à l'hypnose, sur le sens aussi de l'hypnose, on apprend confortablement dans nos cabinets aux patients à faire de l'auto-hypnose, mais le but c'est de les amener à être autonomes et à utiliser l'hypnose quand justement dans leur vie ils vont être bousculés par des situations. On sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que c'est utile d'avoir des outils pour faire face quand la douleur est présente ou quand il y a de la souffrance. Et je crois que le sens de l'hypnose, avec l'éclairage justement de la méditation, c'est de passer de la thérapie à un art de vivre et de transmettre la possibilité à des patients de développer cet art de vivre. Il y a différents chemins pour arriver au même endroit. Je crois que l'hypnose est un chemin extrêmement précieux, la méditation un autre, le yoga, le qigong, pour arriver à une posture dans la vie. Une posture où bien sûr on peut ressentir des douleurs, des souffrances, mais en même temps on peut rester dans notre axe. Ça peut bouger,
mais on va rester dans notre axe. L'hypnose, la méditation, le qigong, le yoga sont d'excellents outils pour cela et d'excellents outils pour nous autres soignants. Parce que je crois que ça n'est pas anodin d'être tout le temps confronté à la souffrance des patients, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, et pouvoir avoir une pratique qui nous permet nous aussi de nous recentrer, de pouvoir rester dans notre énergie, de pouvoir lutter contre le burn-out aussi, on a beaucoup de travail tous. Ces pratiques sont aussi très utiles pour l'équilibre de nous autres soignants et c'est vraiment à la fois pour le soignant et pour le patient et aussi pour la relation, pour prendre soin de la relation avec lui. Voilà mon expérience de la méditation et de l'hypnose. Merci beaucoup Isabelle. Punaise.